Bon, eh ben, on peut commencer. Eh ben, écoutez, c'est un format particulier. C'est notre premier numéro parce que, vous savez, un certain nombre d'entre vous nous ont fait beaucoup de retours sur les quelques numéros de notre émission. D'ailleurs, on est en train de tourner un autre numéro d'Azaloud que certains d'entre vous peuvent suivre sur YouTube. Bon, qui sont en ce moment et qui sont tout court, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent dans d'autres espaces politiques en Corse, les seules émissions qui tentent un peu de traiter de politique en Corse, parce que c'est peut-être le grand problème, le grand déficit qu'on a chez nous, c'est que les grands débats politiques se résument très souvent à des périodes électorales et sont restreintes à des sujets qui sont souvent des sujets de gestion. On n'a pas en Corse, notamment sur le service public, nos grandes émissions de débats enflammés qui permettent aussi d'avoir une véritable opinion publique au sens où on l'entend par exemple au niveau national ou au niveau européen. C'est précisément ce que Paladine aussi s'est lancé comme défi, avec 3 ou 4 numéros d'Azaloud, 3 pour le moment, un quatrième qui va venir. La volonté de tout simplement de parler de la vie politique, de l'actualité politique, et évidemment de le faire à travers le prisme qui est le nôtre, et la vision nationaliste, identitaire, que Paladin nous promeut. Alors aujourd'hui, on avait la volonté de proposer un autre format, alors qui est un peu comme Azaloud, à ceci près qu'on le fait devant nos adhérents, devant nos militants, avec aussi un échange possible et prévu à la fin de l'exercice, et puis tout simplement pour animer notre communauté et pour nous permettre d'obtenir des moyens de diffusion de nos idées. Vous savez que, bon, globalement, dans les médias locaux, je ne dirais pas qu'on n'a pas vraiment à se plaindre, parce que, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas une censure notable depuis 3 ans, il faut le reconnaître. Notamment pour la presse en particulier, vous avez des journaux comme Corse Matin qui globalement font leur travail. On pourrait avoir un autre avis sur d'autres médias, notamment le service public. Mais que le service public soit à gauche, ce n'est pas une particularité corse. C'est la moindre des choses. C'est quand même la moindre des choses. Alors en Corse, ils sont autant de gauche qu'ailleurs, mais ils mettent de la langue corse. Voilà. Mais bon, ce n'est pas une dissonance idéologique notable avec le reste de la gauche en Europe. Bon, mais bien qu'il soit difficile, en effet, dès lors qu'on est honnête, de parler de censure, il faut quand même admettre qu'il y a un prisme particulier qui est le leur et qui parfois est un prisme très clairement militant. Il y a encore peu, on nous a fait un article, on nous a fait, c'est pas pour Paladin, voilà, parce qu'on a fait cet article d'ailleurs, mais dans les services, sur le service public, mais dans le secteur de la radio, on nous a fait un article incroyable, totalement indigne d'ailleurs, il y a un peu plus d'un mois, pas sur nous, mais sur une confrérie qui a été créée il y a peu à Ajaccio, qui, de ce que j'en sais, était en plus un projet mis en branle il y a quand même plus d'1 an, et qui a été mise à l'index dans les médias, parce que un certain nombre de ses membres avaient commis l'irréparable crime de faire partie de Paladino. Et je me suis permis de contacter le journaliste qui, d'ailleurs, très courageux dans la déontologie qu'il caractérise, ne nous a pas répondu, en lui demandant s'il ambitionnait de faire le même genre d'article concernant des confréries où la majorité des gens sont de Corinne-Fronte, par exemple, où la majorité des gens sont de Femagoursiga, etc., etc. Il est évident qu'il ne l'aurait pas fait. Bon. Mais bref, c'est le contexte médiatique aussi qui nous pousse à promouvoir des moyens de communication, des moyens de diffusion avec notre propre communauté militante, d'adhérents, de sympathisants, mais au-delà d'eux aussi avec l'opinion publique. Alors aujourd'hui, évidemment, ce premier numéro s'inscrit aussi dans un contexte particulier, qui est très prochainement le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, donc 1725-2025. Et Paoli, c'est quand même un sujet. C'est un sujet essentiel, surtout pour une organisation comme Paladin, qui a une vocation historiographique.
c'est-à-dire de lecture particulière de l'histoire. Particulière au sens de son prisme. Vous savez que l'histoire, alors j'ai une formation, j'ai mon master, je suis titulaire d'un master d'histoire. C'est des études d'histoire que vous avez? Je me suis arrêté à la licence. La licence, oui. Notre ami est militant et cadre de qualité, Jérémy Palmézane, qui aurait dû être présent aujourd'hui, d'ailleurs, lui est professeur d'histoire. On le salue d'ailleurs, il est retenu par une terrible maladie de saison. Mais ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, il le fera pour le prochain numéro de Nebarlem. Mais il est évident que Paladine a eu dans sa genèse une grande motivation, c'est d'offrir une autre lecture de l'histoire de la Corse. Une lecture qui refuse à la fois l'universalisme républicain qui a nié toute l'histoire de la Corse depuis la Révolution, et en même temps de ne pas se soumettre aux romans tiers-mondistes de ces 50 dernières années qui présentent les Corses comme des victimes et comme, j'allais dire, des colonisés comme les autres. J'allais dire, c'est ce qu'ils disent. Bon. Un roman qui a structuré aussi une partie de notre génération. Hein. On est à la queue de comète avant de s'en libérer, de s'en affranchir, de rejeter tout ça. Mais il y a une troisième voie. Et la troisième voie, c'est le palatinisme. C'est la volonté, contrairement à l'universalisme républicain, d'évoquer la question de l'identité historique et culturelle des Corses, parce que c'est ce qui nous constitue profondément. C'est pour ça qu'on se définit comme des nationalistes, des autonomistes, modérés certes, mais des nationalistes. Et en même temps aussi de refuser le fait de décrire l'histoire de nos ancêtres comme une perpétuelle suite de misère, de vexation, d'oppression, parce qu'on sait que ce n'est pas du tout le cas. Il y a tout à l'heure, on parlait avec l'un de nos membres ici présents du fait que les Corses ont excellé il y a encore une génération dans tous les corps constituants, dans l'État, notamment la police, l'administration, j'allais dire même le grand banditisme, c'est une autre question qui peut-être n'intéressera pas ceux qui nous regardent, mais enfin bref, il y a une capacité des Corses à exceller dans tous les domaines, et ce qui par conséquent, à nos yeux, pour ce qui nous concerne, disqualifie ce discours misérabiliste et victimaire dont on nous abreuve depuis maintenant une cinquantaine d'années. Voilà. Alors, on va commencer par Pasquale Baoli, encore une fois. La présentation qui va en être faite, certainement dans quelques jours, dans quelques semaines, va être la même antienne qu'on entend depuis des décennies. C'est-à-dire Pasquale Baoli, ce quasi-woke, ce quasi-pré-woke du XVIIIe siècle, qui, tout parfumé et tout rose, aurait donné le droit de vote aux femmes, et puis aujourd'hui aurait parrainé Jean-Luc Mélenchon, etc. Droit de vote aux femmes au XVIIIe. Vous savez bien que ça fait partie des choses que je défends particulièrement aujourd'hui, mais enfin on est en 2025. Un certain nombre de choses, d'éléments politiques, de marqueurs qui sont mis en avant et qui n'ont jamais existé. Paoli, qui encore une fois est quasiment aujourd'hui présenté comme un homme de gauche, voire d'extrême gauche, alors que précisément, c'est ce dont nous avons parlé, il a dans tout son parcours politique pris des choix et assumé des décisions qui représentent tout autant de marqueurs qui peuvent être aujourd'hui, sans anachronisme aucun, considérés clairement comme des éléments, comme des marqueurs de droite. Voilà globalement ce par quoi je peux introduire. Je ne sais pas, peut-être une question à ce sujet. Justement, pour revenir à Pasquale Paoli, moi, ce qui m'a toujours marqué lorsque on me l'enseignait, que ce soit plus ou moins bien au collège ou au lycée, on omettait complètement ce qui faisait de Paoli un homme véritablement très lié au traditionnalisme de la Corse. Ouais. J'entends par là, évidemment, sa foi personnelle, le catholicisme, par exemple, qui était, si ce n'est nié, en tout cas, on n'en parlait pas. Et il est très simple de vérifier que le catholicisme pour Paoli est important. On le verra, d'ailleurs, j'espère que tu en parleras, notamment lors du Royaume anglo-corse. La constitution du Royaume anglo-corse. Ça, ce fut vraiment une question importante. Mais si on se réfère à un personnage qui est beaucoup moins connu, même si tu le connais, et que je le connais bien, je parle de son grand frère, Clemente Paoli, né en 1711, qui est une sorte de chevalier du Moyen-Âge qui arrive en plein XVIIIe siècle, si je peux me permettre. On dirait presque qu'il est sorti de la terre du milieu. Oui. C'est à la fois un grand guerrier, un homme pieux. Boswell, dans son État de la Corse, nous dit qu'il prie entre 6 et 8 heures par jour. D'ailleurs, petite parenthèse, avant que je n'oublie, il faut renvoyer, par rapport à ce que tu dis, il faut renvoyer ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à l'admirable travail qui fait honneur d'ailleurs au service public dans le secteur de la radio, pour le coup, de Marc-André Agastellani,
qui est Storia, hein, les chroniques Storia, il a une chronique qui est dédiée à Clemente Baoli, et il évoque ça, tu sais que Clemente Baoli, lorsqu'on lui a proposé, après l'assassinat du général Gaffo en 1753, qui est un de mes ancêtres, je m'enorgueillis de cette vanité. De quoi lorsque Gaffori est assassiné par Piscaino, on propose à Clemente Baoli de devenir le général en chef, ou Gabi Generale di Nazione Bourse. Et Clemente Baoli répond à ceux qu'il sollicite, ce qui fera que son frère sera appelé à sa place. A me, datemi un fuggi e bedivende a Badria e trovate un uomo più degno per governarla. Bon, ce qui traduit quand même un certain sens de la vertu publique, comme l'entendaient les Romains. Et oui, ce Clemente Baoli, en effet, hein, je voulais faire cette parenthèse-là parce qu'encore une fois, c'est une chronique qui a une valeur certaine. Et oui, qui est un personnage. C'est une bonne digression d'ailleurs pour justement terminer avec Clemente, qui est vraiment un personnage que j'admire et qui devrait être admiré par tous les jeunes Corses qui aiment leur pays et qui justement peut-être envisagent de devenir des grands hommes. Ce qu'il dit est en plus très cohérent avec ce que deviendra la nation corse indépendante. Puisque si Clemente Paoli c'est plutôt le général, ou en tout cas le chef d'armée, je dirais, Paoli serait plutôt le législateur. Et je crois que dans ce XVIIIe siècle tumultueux de la Corse, il faudrait parler beaucoup plus de ces deux figures. À la fois Paoli, le grand législateur, celui qui véritablement fera de la Corse ce qu'elle est entre 1755 et 1769, et plus tard avec la tentative de faire ce fameux royaume anglo-corse, et Clemente, qui est peut-être une figure, même si je pense que le terme ne va pas te plaire, plus romantique, plus guerrière, plus pieuse. Oui, romantique de l'image qu'on peut en avoir. Oui. Lui-même était tout sauf romantique. Ah, absolument. C'est très pragmatique. D'ailleurs, ce qu'il dit, ce que je viens de citer, est très pragmatique, justement. Oui, et d'ailleurs, Paoli lui doit aussi la vie. Son frère Pasquale doit la vie à Clemente. C'est Clemente Paoli qui vient le secourir en mars 1757, lorsque Paoli est assiégé par Madra et ses troupes dans mon deuxième village, dans le couvent d'Alando. Parce qu'il faut quand même se rappeler que Paoli n'est pas plébiscité lorsqu'il est nommé Cabi Général et di Nazione Corse. Vous avez un quart ou un tiers des responsables et des pièves qui le choisissent et qui, quelques jours plus tard, autant choisissent Madra. Et vous avez 2 ans de guerre civile. Vous avez 2 ans de guerre civile de 1755 à 1757 qui ont lieu. Et Paoli est aujourd'hui Paoli précisément parce qu'il a gagné, tout simplement, grâce à son frère. A-t-il gagné grâce à son humanisme face à Madra? Non, certainement pas. Et d'ailleurs, l'humanisme, ça aussi, c'est une notion à interroger. Vous savez qu'aujourd'hui, l'humanisme, c'est devenu un truc très... Ils l'ont vite ringardisé, quoi. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, et depuis la Renaissance, déjà à l'époque, l'humanisme, qu'est-ce que c'était? L'humanisme, c'était la pratique des humanités. Et notamment, c'était un exercice qui consistait à redécouvrir de vieux textes grecs en les traduisant en latin. C'était ça l'humanisme. C'est très loin de l'humanitarisme de la gauche et de l'extrême gauche que ce terme sous-entend aujourd'hui. Voilà. Mais oui, en effet, Paoli à ce moment-là, en tout cas, avait comme principale divergence avec Madra une question de leadership. Même si on sait que Madra se serait beaucoup plus rapproché des Génois par opportunisme ou par élan stratégique, il n'y avait pas nécessairement de grandes différences de vision de la société entre les deux. Voilà. Je pense que le reste a consisté surtout à opérer une relecture de l'histoire, encore une fois pour faire de Paoli une figure de gauche. Mais en avançant dans cette discussion, je crois qu'on va même pouvoir démontrer le contraire, surtout à partir de la Révolution. Alors justement, à partir de la Révolution, peut-être on reviendra dans l'histoire un petit peu avant. Que se passe-t-il à ce moment au niveau de la Révolution en 1789? Paoli, quel choix fait-il et pourquoi ce choix? En tout cas, on sait qu'il revient en Corse en 1790 avec la cocarde tricolore. Donc là aussi, ça interroge une autre facette du récit, du roman qui est produit sur Paoli depuis 50 ans. Encore une fois, là, on est loin d'être on n'est pas dans une conférence d'experts ou de spécialistes. On est dans une discussion de militants. Et c'est important aussi que les militants aient la capacité, la force et la volonté de défendre leur propre vision historique et de refuser précisément tout ce qu'on a évoqué précédemment, notamment le récit indépendantiste. Paoli est tout sauf indépendantiste.
Paoli a été à la tête d'un gouvernement en révolte contre Gênes, d'un gouvernement de fait, mais qui n'était pas reconnu par les autres puissances légales de l'époque. Aujourd'hui, à titre de comparaison, vous auriez le Polisario, vous voyez, c'est-à-dire il y a un mouvement politique armé qui, de fait, gouverne une bande de territoire, mais qui, pour autant, n'est pas considéré par les autres États légaux comme un État à part entière. Et Paoli a été à la tête donc d'ailleurs on dit de la République de Corse, mais en réalité c'est le royaume de Corse. C'était un royaume. Le royaume de Corse. Un royaume dont il cherchait absolument un protecteur. On rappelle qu'il cherchait un protecteur, alors bien sûr. Soit les États pontificaux, soit la France, déjà à l'époque. Alors j'allais y venir, c'est-à-dire la France. Il discute avec Choiseul en 1768. Paoli demande au roi de France, avant l'invasion de 1768-69, il demande d'être un protectorat. Il demande d'être reconnu à travers, évidemment, son œuvre politique et ensuite de devenir un sujet du roi de France, mais un sujet particulier, c'est-à-dire avec ce qu'on pourrait aujourd'hui rapprocher d'une forme d'autonomie. Et il est évident qu'à ce moment-là, Louis XV, à la tête de la première force militaire d'Europe, donc le roi très chrétien, à travers Choiseul, refuse absolument de discuter de quoi que ce soit avec un rebelle, ce qu'il voit comme étant un rebelle, et ce qui, eu égard au droit international, si j'ose dire, de l'époque, est un rebelle. Bon, et après, nous, on peut en avoir une vision teintée d'affect, parce que ce sont nos ancêtres, parce qu'on se reconnaît aussi dans une partie importante, essentielle de cette œuvre politique, du paolisme, mais il faut voir l'histoire telle qu'elle est, pas telle que nous voudrions qu'elle eût été. Bon. C'est parce que nous ne sommes pas de gauche que nous sommes. Peut-être, un rapport à la réalité beaucoup plus certain. Mais Paoli tente de négocier avec Choiseul, il échoue, et d'ailleurs c'est intéressant, il est disponible sur Internet, le grand discours de Paoli à la jeunesse corse, lorsqu'il s'adresse quelques semaines avant Ponteno à la jeunesse corse, où il dit, quelques mois avant Ponteno, il dit qu'il est incapable d'imaginer que le roi très chrétien aille jusqu'à envoyer la force militaire pour écraser un peuple qui ne demande qu'à jouir de sa liberté. Mais au cas où le roi très chrétien commettrait cette erreur terrible, il faudrait résister. Mais bref, il parle au conditionnel. C'est ça qui est intéressant. Il est toujours en train d'espérer un accord avec Louis XV. Donc il n'est pas dans une logique indépendantiste. Et 20 ans plus tard, à la Révolution, Paoli revient donc acclamé par la Constituante comme un héros, comme un précurseur des idées nouvelles, parce que c'est vrai que Paoli, en effet, Paoli, si nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il est une grande figure de gauche, nous sommes en total désaccord avec cette analyse-là, mais nous sommes d'accord pour dire qu'il était un membre, un acteur de ce grand mouvement qu'on a appelé des Lumières, mais encore une fois, qui aujourd'hui est totalement caricaturé. Les Lumières, c'était tout simplement globalement, ce qui unissait des pensées totalement antagonistes, parfois les unes avec les autres, c'était le refus de l'absolutisme. Il n'y a pas besoin d'être Robespierre ou d'être de gauche, d'extrême gauche ou d'être anti-chrétien pour refuser que le corps social soit réduit à un homme, que le souverain soit réduit à un homme. Donc Paoli, en effet, était opposé à l'absolutisme. Et pour autant, il s'est opposé à tout ce qui a caractérisé les élans les plus radicaux, les plus terroristes, pour le coup, de la Révolution. Et je dis terroriste parce que c'est précisément ce qui renvoie au grand régime qui a poussé Paoli à la rupture, qui a été la terreur. Mais avant ça, lorsqu'il revient en 1789 en France, il est donc acclamé par la Constituante, célébré comme un héros, il revient en Corse, et il revient en Corse avec la cocarde tricolore, il revient en Corse en étant élu premier président du Conseil général, c'est le prédécesseur de Paul Jacob, Pasquale Ba, il faut quand même le rappeler. C'est intéressant à situer chronologiquement. Hein. Bon. Il figure sur la stèle d'ailleurs qui a été mise en l'honneur de tous les anciens. Bien sûr, évidemment, et tout à fait, de façon tout à fait légitime. Et il est nommé général en chef de la garde nationale. Donc les troupes françaises en Corse, de fait, hein, les troupes de la République, obéissent à Paoli. Donc Paoli, dans une logique évidemment, qui est celle de 89, qui est une France monarchique, parce qu'il faut le rappeler, hein, la République, c'est pas 89, il faut attendre quand même 3 ans. 89, la France est toujours un royaume catholique, et qui commence à se démocratiser. C'est cela, l'adhésion philosophique et politique de Paoli.
Et précisément, dès lors qu'on va sortir de ce cadre monarchique et chrétien et démocratique, il va faire sécession. Parce que justement, son refus de l'absolutisme, aussi bien royal que celui de la loi, qui sera justement celui de la République, finalement de la première République française, parce qu'on oublie souvent d'ailleurs de dire que Paoli, effectivement, c'est sans doute un acteur de ce grand siècle des Lumières, mais c'est surtout un précurseur en quelque sorte, puisque c'est un grand lecteur de saint Thomas d'Aquin. On retrouve un refus de l'absolutisme chez saint Thomas d'Aquin et chez un grand nombre d'auteurs antiques que Paoli connaît. Il les connaît même sans doute très bien, peut-être sans doute mieux que certains acteurs des Lumières françaises, j'entends. Peut-être les Lumières italiennes sont un peu différentes. Paoli est un ennemi de l'absolutisme, c'est certain. Et quand l'absolutisme revient sous le nom de République qui donnera la terreur, il est encore opposé à l'absolutisme. Alors, oui, alors ce qu'on appellerait absolutisme, ce serait vraiment le pouvoir de droit divin d'un roi. Donc la révolution, c'est un autre phénomène, mais en effet, là où tu as raison, c'est un phénomène tyrannique, pré-totalitaire. Le totalitarisme, on ne peut pas évoquer ce terme-là, parce qu'au XVIIIe, ce serait un anachronisme. Mais enfin, les totalitarismes du XXe siècle sont largement inspirés d'ailleurs. Viennent de la Révolution. Bien C'est la Révolution française qui met l'État au milieu de tout. Ce que les monarchies européennes ne se seraient jamais permis. Jamais, jamais. Vous aviez dans les grandes monarchies européennes, notamment en France, ce qu'on appelait les corps intermédiaires. Ce qui était défendu ensuite par Maurras et par les contre-révolutionnaires jusqu'à la moitié du XXe siècle. Mais oui, saint Thomas d'Aquin, c'est intéressant. La révolution corse, ça il faut le dire, et c'est pour ça qu'on filme nos interventions, parce qu'ils regardent attentivement. Vous allez comprendre de qui je veux parler. Mais il faut leur expliquer qu'ils ont prêté serment en 2015 sur la giustificazione della rivoluzione di Corsica. Je parle évidemment de la majorité territoriale, sans savoir, parce que l'histoire ne les intéresse pas trop finalement, en dehors des slogans qui sont développés depuis 50 ans, la giustificazione della rivoluzione di Corsica, donc qui a été écrit sous Pasquale Paoli, sous le général de Paoli. Donc, ce document, qui est un document finalement de propagande, une grande plaidoirie à destination des grandes cours européennes pour expliquer que la révolution en Corse est juste. Mais juste au nom de quoi? Il n'y avait pas d'ONU à l'époque. Le droit international, c'était du droit canonique. C'est Dieu qui décidait si une révolte était juste ou non. Évidemment, ceux qui interprétaient la loi de Dieu. Donc l'Église, ou les grands savants, les grands théologiens. C'était souvent les mêmes d'ailleurs. Souvent les mêmes, logiquement, bien sûr. L'Église produisait tout cela. Et évidemment, saint Thomas d'Aquin, alors pourquoi on parle de saint Thomas d'Aquin? Saint Thomas d'Aquin, grand théologue, philosophe, grand lettré de l'Église, avait développé et défendu un concept qui était celui du tyrannicide. C'est-à-dire qu'un peuple, dès lors qu'il était martyrisé par un souverain, je dirais, qui n'obéissait pas aux règles élémentaires du bon gouvernement, c'est-à-dire le bon gouvernement, le gouvernement vertueux, le gouvernement chrétien, la justice, la magnanimité, la vertu publique et l'intérêt du peuple, le peuple avait alors le droit de se révolter. Et la giustificazione della rivoluzione di Corsica, donc c'est l'élément idéologique central et principal de la révolution corse sous Paoli, est un traité thomiste. Ça n'est pas du tout un traité qui reprend ou qui serait précurseur des idées qui ont ensuite été développées par les révolutionnaires français, qui non seulement n'agissaient pas au nom de Dieu ou au nom du droit chrétien, mais ont tout fait, notamment à partir de la terreur, on va en parler, pour détruire la catholicité de la France. Et c'est précisément ce qui va pousser Paoli à rompre avec la terreur. Absolument, et c'est d'ailleurs une des oppositions importantes entre Paoli et le jeune Bonaparte à l'époque. Et son mentor Salieri. Exactement, puisque Bonaparte arrivant à Ajaccio, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, même si elle est un peu de l'ordre de la légende, mais elle est toujours intéressante. C'est un Ajaccien qui parle. Oui, c'est un Ajaccien qui parle. Bonaparte arrivant à Ajaccio a épousé la cause des Jacobins à l'époque. Et il est soupçonné, à raison, de propager ce qu'on appelle les idées nouvelles à Ajaccio, c'est-à-dire les idées qui sont plutôt anti-chrétiennes, anti-catholiques, etc. Et donc, il est foutu dehors. Et ça finit en expulsion. Ça finit en expulsion. Ouais. Preuve que, non, les Corses n'étaient pas des amoureux, comme on le prétend souvent, de la laïcité, ce genre de choses, pas du tout. La laïcité de l'époque... Non, je m'entends. C'est l'anti-catholicisme. Exactement. Ce n'étaient pas du tout des anti-catholiques, puisque
le futur plus grand des Ajacciens était mis dehors pour avoir propagé ces fameuses mauvaises idées nouvelles contre, justement, les idées paolistes qui étaent beaucoup plus catholiques. Alors, d'autant plus que, donc là, on se retrouve en 94 finalement. C'est ça. On se retrouve en 94, on y reviendra, mais oui, 94, le royaume anglo-corse, on va y revenir parce qu'il y a quelques épisodes juste avant qui sont vraiment intéressants à évoquer, notamment l'exécution de Louis XVI. L'exécution de Louis XVI, donc quelques années plus tôt, 2 ans avant le royaume anglo-corse, vous avez à ce moment-là, évidemment, vous savez comment ça s'est passé. D'ailleurs, c'est très intéressant cet épisode parce que lorsqu'on dit droite et gauche pour le 18e, on a toujours peur de pécher par anachronisme parce qu'à l'époque, droite et gauche, ça ne voulait rien dire. Sauf à partir de ce moment. C'est à partir, alors, quelque temps avant l'exécution de Louis XVI, c'était le droit de veto. Le droit de veto, est-ce que le roi a le droit de veto sur la loi ou non? Ceux qui voulaient le droit de veto, c'est-à-dire un exécutif plus fort, passaient à droite. Ceux qui refusaient le droit de veto, qui voulaient un exécutif moins fort, passaient à gauche. On a commencé à établir ce genre de différenciation à ce moment-là. Mais c'est la même chose pour l'exécution de Louis XVI. Globalement, tous ceux qui se sont opposés à son exécution étaient des gens qu'on pourrait considérer comme de droite, c'est-à-dire qui estimaient qu'on ne pouvait pas couper la tête à 1000 ans de tradition capétienne, que ça ne se faisait pas, tout simplement, et que c'était à ce moment-là aussi une partie de l'âme de la France, et aussi qui avait des considérations religieuses et catholiques très avancées. Et puis vous aviez ceux qui voulaient faire table rase de toute cette histoire, les rois, le christianisme, et qui pensaient que la décapitation du roi pouvait être en la matière une bonne première étape. Donc à ce moment-là, vous avez aussi ce genre de différenciation idéologique qu'on peut qualifier de droite et de gauche. Les députés de la Corse sont massivement contre, sauf un, Saïd Djed, jacobin, donc Robespierre. Pour resituer tout ça, et c'est aussi l'enjeu de ce genre de discussion qu'on peut avoir, il faut s'amuser aussi à établir des parallèles, encore une fois en évitant quelques anachronismes, mais quand même. Aujourd'hui, un homme comme Mélenchon se revendique de Robespierre. Léaumont, son comparse, se revendique de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, la terreur, le comité de salut public, ceux qui coupent les têtes, bref. Ce qui a donné quelques générations plus tard la dictature du prolétariat, enfin tout un tas, vous savez, de pensées qui viennent aussi de tout cela. À ce moment-là, Paoli est mais dégoûté, terrifié par ce qui se passe. Parce que Paoli, c'est un homme de la tradition. C'est un homme de la tradition, c'est un homme d'ordre, même s'il a mené une révolte contre Gênes pendant des années, il aspire à une société d'ordre, d'autant plus qu'il a mené la révolution contre Gênes 20 ans plus tôt. À ce moment-là... Et tu l'as rappelé, il l'a mené au nom justement du tyrannicide. Donc il a mené une révolution, quelque part, on pourrait dire, traditionnelle de ce point de vue-là. Totalement traditionnelle, parce qu'elle se fait au nom d'un argumentaire chrétien. Absolument. Et catholique. Ça n'a rien à voir avec la révolution française, c'est ça qu'on veut dire. Voilà. Absolument. Ça, c'est le grand enjeu. C'est le grand enjeu de toutes nos discussions et de tout le message historiographique qui est porté par Paladine. Il y a une fausse histoire développée depuis 50 ans par des gens de gauche et d'extrême gauche qui se sont servis des caractéristiques identitaires et historiques de la Corse pour avancer leur propre agenda. Et nous sommes là précisément pour remettre l'histoire à l'endroit. Pour ça aussi qu'on va faire venir un certain nombre d'historiens. On a une conférence qu'on va annoncer sur Paoli de l'excellente Marie-Thérèse Avonsoletti à Bastia. Donc ce sera samedi prochain à Bastia, à l'occasion précisément du contexte du tricentenaire de la naissance de Paoli. Et ça, c'est une vision historiographique établie sur des faits, sur des vérités factuelles qu'il faut continuer à défendre, comme cette histoire de Paoli. Vous savez, ces deux antiennes. Alors, les deux sont ridicules d'un point de vue historique, mais il y en a une qui est plus malaisante que l'autre, on va y venir. Mais je sais de quoi tu vas parler. Oui, ces fameuses féministes énervées qui, il y a 2 ou 3 ans, faisaient des rassemblements devant la... Alors nous, on aime beaucoup les féministes, mais seulement quand elles sont à Némésis. D'ailleurs, elles vont venir bientôt, quand elles sont globalement conscientes qu'aujourd'hui, le danger des femmes ne vient pas du mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans. Oui. Bon. Mais bref, ça c'est un autre sujet qu'on évoquera un jour. Mais quand vous aviez ces féministes d'extrême gauche énervées, il y a 2-3 ans, qui manifestaient avec des grandes pancartes « Pasquale Paoli est ragué ». Bon, alors déjà, de 2 choses l'une. La vie sexuelle des gens n'est pas très intéressante d'un point de vue politique.
Et surtout quand on est des libéraux comme nous, des libéraux au sens des droits civils, évidemment. Ou même au sens de l'économie aussi, peu importe. Mais là, on parle des droits civils. Les gens font ce qu'ils veulent. Après, chacun développe sa morale. Nous avons beaucoup d'amis dans l'Église catholique, et des gens qui ont une vision beaucoup plus exigeante de la vie, mais ils sont conscients que cela ne peut pas venir des lois. Ça doit venir d'une discipline personnelle, ça doit venir d'une doctrine religieuse, ça doit venir d'une adhésion. Point barre. Et concernant les lignes politiques et les visions politiques qui sont développées par les uns et les autres, eh bien, leur vie privée n'est pas très pertinente à évoquer. Chacun fait ce qu'il veut dans sa chambre à coucher avec qui il le veut, dès lors que ça se passe entre deux adultes consentants. Bon. Mais cette histoire de pas olire à gay, le terme de gay n'est pas comparable au terme d'homosexuel. L'homosexualité, c'est un détail de la vie d'une personne, il fait ce qu'il veut, et ma foi, c'est une caractéristique qui est ce qu'elle est. Et encore une fois, les gens vivent leur vie en pleine liberté. Gay, c'est une revendication politique, d'extrême gauche évidemment, qui veut détruire des modèles auxquels nous sommes attachés, parce que même si nous considérons que les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie privée, ben, nous pensons qu'un père et une mère, eh bien, ce sont des modèles de développement et des schémas familiaux qui sont toujours aussi pertinents qu'ils l'étaient hier, et qui demain le seront d'autant plus. Voilà. Et ça ne remet encore une fois absolument pas en cause notre adhésion à une société et un régime de liberté, qui laisse aux gens la capacité de faire ce qu'ils veulent. Mais, de faire ce qu'ils veulent dans le cadre que j'ai défini, évidemment. Mais, au-delà de ça, c'est un anachronisme. Le terme de gay est un terme qui a 50 ou 60 ans, qui vient des luttes de l'extrême gauche américaine et qui aujourd'hui correspond à un lobby d'extrême gauche qui veut instrumentaliser la question de la sexualité pour promouvoir un agenda politique et idéologique d'extrême gauche. Donc, cette histoire de pas olire à gay, ça fait partie de ces curiosités de ces 50 dernières années où on prête à Paoli des affinités personnelles qu'il n'avait pas. Je vous renvoie, et quand bien même les aurait-il eu, que ce ne serait pas un sujet, mais en plus il ne les avait pas. En plus, c'est faux. Tu vas parler du très bon ouvrage. L'ouvrage de Michel Verger-Franceschi et de Maria Moretti, Anna Moretti, excusez-moi, je suis vraiment mal placé pour me tromper sur son prénom, Pachissimo Parentati, une femme extraordinairement intelligente, russe d'origine, qui a beaucoup travaillé sur Catherine de Russie et sur la Corse, et qui ont écrit un livre, Paoli et les femmes, et qui décrivent un Pasquale Paoli jusqu'à ses 80 ans, qui était particulièrement assidu avec la jeunesse aristocratique de Londres. Vous voyez, la jeunesse féminine aristocratique de Londres. Bon, vous voyez, ça aussi, ça fait partie des relectures et des relectures partisanes de ces 50 dernières années qu'il va nous falloir patiemment détruire, démonter, encore que ce ne soit pas, pour ce qui concerne les coucheries de pas, le sujet qui nous intéresse le plus. Et il y a aussi évidemment cette histoire de droit de vote pour les femmes. Alors, vous avez bien compris que nous, encore une fois, nous adhérons à une société de liberté, à l'égale dignité entre les hommes et les femmes. Ça ne nous empêche pas d'avoir une vision précise des éléments factuels de l'histoire. C'est que ce n'était pas la question au XVIIIe siècle. Ce n'était pas la question. D'ailleurs, même le droit de vote masculin n'était pas universel. Et le droit de vote pour les femmes était pratiqué dans beaucoup de monarchies et beaucoup de républiques d'Europe, notamment sous les États généraux. Vous avez beaucoup d'exemples en France où des femmes, chefs de famille, c'est-à-dire veuves et avec des enfants mineurs qui n'étaient pas en âge d'assumer les responsabilités de chef de famille, pouvaient avoir droit de citer lors de grandes consultations politiques. Ce qui sera exactement le cas en Corse, d'ailleurs. C'est le cas en Corse. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Et c'est surtout pas institué par Paoli. Donc là aussi, il s'agit tout simplement de dire, c'est un mensonge historique pour dire que Paoli a donné le droit de vote aux femmes 200 ans avant De Gaulle. Ce qui est une absurdité sans nom. Et ça aussi, ça fait partie en effet des priorités historiographiques qui sont les nôtres. Le fait même que ces choses-là soient dites et filmées et visionnées, eh bien, c'est déjà un changement majeur dans la question, le rapport que les Corses ont par rapport à leur histoire. Eh bien, est-ce qu'on peut peut-être discuter justement de cet héritage pauliste à travers notre nationalisme de droite maintenant? On va d'abord finir sur le royaume anglo-corse. Mais oui, absolument, on n'a pas parlé du royaume anglo-corse et j'aimerais t'entendre là-dessus parce que moi je ne suis pas ignare mais beaucoup moins bien renseigné que toi. Le royaume anglo-corse,
Le royaume anglo-corse. Alors ça, vous savez, j'ai découvert ça, j'ai fait mon mémoire sur Amouvre, on va en parler brièvement, mais j'ai fait mon mémoire de fin de master sur Amouvre et commencé ma thèse aussi de doctorant sur Amouvre, une thèse qui s'éternise à cause de l'action politique, mais ma foi, ça ne m'a pas empêché de travailler. Et même les choses qui ne sont pas soutenues devant un jury ont quand même une valeur certaine dès lors qu'on les travaille soi-même. Et je vous promets même quelques publications à ce sujet. J'avais découvert dans mes études sur Amouvre, qui, comme un certain nombre d'entre vous le savent, a été le premier mouvement nationaliste en Corse, autour d'une revue, Amouvre, de 1920 à 1939, et qui était un mouvement autonomiste de droite. Mais de droite, c'est un euphémisme. Un certain nombre d'entre eux étaient tellement de droite qu'ils ont pris le parti de Mussolini contre le Front populaire. Bref, il s'agit d'aborder l'histoire sans juger les gens qui l'ont faite, mais c'est un fait. La première expérience historique du nationalisme corse était très à droite, extrêmement à droite, je le dis souvent, sans quelques ironies. Et j'avais découvert dans un numéro de 1925, parce que les mouvristes, les partisans d'Amouvre étaient férus d'histoire, une copie, une reproduction du formulaire de sécession envoyé par Paoli le 1er mai 1794 à tous ses représentants dans les Pièves de Corse. Et il était mentionné les raisons qu'il avait de se séparer de la France à ce moment-là. Et encore une fois, il le fait après avoir dirigé la Corse sous domination, sous administration française et républicaine, d'abord royale puis ensuite républicaine, pendant 5 ans. Donc il n'a pas de motivation indépendantiste particulière. Paoli utilise un argumentaire qu'on peut clairement, sans risque d'anachronisme aucun, qualifier de droite à ce moment-là, et même plus que de droite, de contre-révolutionnaire. Il dit dans cette missive, envoyée dans ce formulaire, envoyé le 1er mai 1794, il dit les choses suivantes, en substance, parce que le texte est en toscan, évidemment. Il dit que 2 grandes raisons le poussent à préserver les Corses, et là je cite quasiment dans le texte, de l'influence maléfique du gouvernement français. Ce qui est déjà assez contre-révolutionnaire. Quand on emploie les termes maléfiques... Maléfique, ça renvoie à un univers à minima religieux, bon, au moins moral. Premier argument, la défense des libertés civiles. Donc c'est un homme opposé à la dictature et à la terreur et au comité de salut public. Donc là on est en mai 1794. Le comité de salut public ne tombera que quelques mois plus tard. Et premier argument, donc les libertés civiles. Et deuxième argument, la défense du culte catholique. C'est-à-dire la ligne de Paoli. En 1794, lorsqu'il fait sécession avec le gouvernement d'extrême gauche qui dirige la France, de Robespierre, de Saint-Just et du comité de salut public, ces 2 arguments, un argument libéral et un argument, je dirais, conservateur, attaché à l'Église et à l'influence que, selon lui, elle doit maintenir dans la société. Ce sont très clairement des éléments constitutifs de ce qu'on pourrait qualifier d'une pensée de droite. C'est le moins qu'on puisse dire. Troisième élément, lorsqu'il fait sécession, Paoli, il ne fait pas sécession pour déclarer la création d'une nationalité nouvelle ou d'un État indépendant, puisqu'il n'est pas indépendantiste. Il appelle les Anglais à l'aide. Il appelle les Anglais et il crée le royaume anglo-corse. Et il demandera expressément, et il l'obtiendra, et c'est le cas parce que c'est écrit noir sur blanc dans la constitution du royaume anglo-corse, que le catholicisme romain soit religion d'État. Bon, ce qui aussi est un marqueur politique. Ce qui est très conservateur. Même pour l'époque. Moi, je ne voudrais pas aller jusque-là. Je ne souhaiterais pas la religion d'État, même si je reconnais... Ça ne justifie pas pour le je reconnais largement le catholicisme comme étant excessivement important dans la Corse, mais je n'irai pas jusqu'à Paoli. Tu es à gauche de Paoli. Je suis à gauche de Paoli sur cette question. Je ne souhaite pas la religion d'État pour la Corse. Sur beaucoup de questions par rapport à des hommes du 18e, je pense, et du 19e, mais essentiellement du 18e. Mais voilà des éléments très, très pertinents qui sont ignorés
qui sont totalement ignorés par une bonne partie de l'opinion et qui le seront de moins en moins au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, parce que nous existons désormais. Nous existons pour le dire. Et encore une fois, j'en reviens au serment qui a été prêté par la majorité territoriale, qui pourtant ne tient pas du tout le même discours qui correspond à tout ce qu'on vient de dire, hein, qui a même un discours très clairement qui tend d'année en année à s'aligner de plus en plus sur la gauche, voire sur certains sujets, sur l'extrême gauche, parce qu'on rappellera quand même que sur les questions migratoires, Macron ne voulait pas de l'Ocean Viking ou de l'Aquarius, tandis que le président Simeone, il les voulait. Donc il est à gauche de Macron sur les questions migratoires. Voilà. Et même sur les questions économiques, je pense que Macron est plus libéral qu'un certain nombre de membres de la majorité territoriale, qui au demeurant sont très respectables et qui, pour certains, sont des gens tout à fait sympathiques d'un point de vue personnel, mais notre propos est politique. Donc, tout cela, évidemment, doit être évoqué, eu égard à ce fameux serment qui a été prêté en 2015. Il prête serment sur un document qui n'a strictement rien à voir, d'un point de vue idéologique, avec les mesures et les discours qu'il promeuvent et qu'il propose. Je pense que sur Paoli, on a déjà fait le tour. C'était très intéressant, en tout cas. J'espère avoir été au niveau, parce que tu as une grande culture sur Paoli que je n'ai pas encore. Mais encore une fois, ce n'est pas un discours d'expert, hein, parce que ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, sont plus contemporains, même si je travaille en histoire. Mais c'est quand même des éléments factuels, quoi. Oui. Et je crois que dès lors que le moindre militant partisan est en capacité de nous dire comme ça, de façon tout à fait assurée, que Paoli a été un précurseur de la France insoumise au XVIIIe siècle, je crois qu'on est quand même, nous, en droit, sans pour autant être des historiens, d'être factuellement historiens, encore qu'un certain nombre d'entre nous pourraient en avoir la prétention, je pense qu'on est quand même en droit de défendre l'historiographie qui est la nôtre. Oui, encore une fois, en tant que professeur, je dirais même que c'est un devoir d'enseigner aux ignorants qui pensent que Paoli est quasiment le précurseur de la France insoumise. Il faut leur expliquer justement et leur faire connaître la vérité. Alors, ce qui est intéressant pour ponctuer ce sujet, pour ponctuer cette première partie de notre discussion, ce qui est intéressant, c'est que Paoli termine sa carrière politique en opposition totale avec l'extrême gauche française, au point même de faire sécession, et que ceux qui s'en revendiquent aujourd'hui, pareil, Jean-Luc Mélenchon, qui lui se revendique de Robespierre et de la Révolution sous la Terreur. Voilà. Je pense que c'est une dissonance notable qui est intéressante à évoquer. Voilà. C'est un paradoxe très intéressant. Et donc, pour revenir au palafinisme, justement, à ce nationalisme de droite que nous essayons, que nous sommes en train de mettre en place, alors peut-être faire un lien entre Paoli et notre vision du nationalisme, que tu as déjà évoqué précédemment, mais peut-être un petit rappel pour ceux qui nous regardent et pour l'Assemblée. Je ne sais pas, tu vois des liens. Quels liens tu vois? Moi, certains me semblent évidents. Alors, dis-moi lesquels. Notamment le fait, alors, quand on parle de notre rapport à l'Église catholique, on est souvent caricaturé sur la question, mais c'est une bonne guerre. C'est le jeu du débat politique. Mais Paoli, pour tout ce qu'on vient de dire, était profondément attaché à ce qui pour lui constituait une part essentielle de l'âme de la Corse, mais de l'Europe en général, ou de l'Italie, parce qu'il faut quand même se rappeler que Paoli se situait culturellement comme un Italien. Ça aussi, c'est important de le préciser. Alors, nous, ce n'est pas notre position. C'est pas notre position. Politiquement, ce n'est pas notre position. L'irrédentisme en Corse n'existe plus depuis une bonne centaine d'années. Mais enfin, culturellement, linguistiquement, très souvent, je résume la question par cette simple demande. Quel est le seul pays au monde où un corsophone, c'est mon cas, je suis corsophone, il y en a un certain nombre dans cette salle, où les corsophones peuvent pratiquer leur langue toute la journée en étant compris de tout le monde et sans être handicapés socialement. Le seul pays au monde où c'est possible. Ce n'est pas la Corse. Ce n'est pas non plus la France, évidemment. Ben, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Et une partie de la Suisse, mais... Oui, une partie de la Suisse qui parle italien. Oui, une partie de la Suisse qui parle italien. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, lorsqu'on nous raconte aussi, et ça aussi c'est une construction des années 70, que le corse et l'italien n'ont rien à voir, mais c'est une foutaise absolue. Évidemment, le corse, les corses, les façons qu'on a de parler corse, c'est-à-dire les dialectes
Et ce n'est pas un terme, avant de faire mon master d'histoire, j'ai aussi fait une licence de langue et culture corse, justement. Bon, ça fait partie de mon ADN aussi revendicatif, c'est ma vie, c'est ma passion, aucun problème. C'est pour ça que je n'ai pas peur de... On est un certain nombre à ne pas avoir peur de dire un certain nombre de vérités. Dialecte, ce n'est pas un terme impropre, ce n'est pas un terme péjoratif. Il y a des dialectes corses, c'est-à-dire des façons de parler le corse, et tous s'inscrivent dans une grande matrice culturelle, eh bien, qui est une matrice italique. Voilà. Et c'est pour ça que des corsophones se sentent tout à fait chez eux lorsqu'ils sont en Italie, et que certains Italiens peuvent tout simplement se demander quelle est cette forme d'italien qu'on leur parle, mais qui n'ont pas conscience que c'est une langue qui aujourd'hui est pratiquée, par exemple, dans un autre pays que l'Italie. Voilà. Donc je crois que c'est aussi une question essentielle et très importante. Le lien qu'on a avec la catholicité, c'est aussi un lien paulien et italien. La dernière venue du pape nous dit clairement, aujourd'hui en Corse, nous sommes les seuls en termes d'espace politique et philosophique, à dire très clairement que la culture corse est intrinsèquement catholique. C'est évident. Ce qui est visible même lorsqu'il y a des émeutes de jeunesse. Peut-être qu'on peut rappeler qu'il y a eu un appel lors des violences qui étaient juste la veille des fêtes de la Nativité, un appel du cardinal pour faire cesser les violences de la jeunesse corse dans les rues d'Ajaccio, qui a été écouté. Est-ce qu'on aurait pu avoir la même chose sur le continent? J'en doute fortement. Ou alors, d'autres responsables religieux. Effectivement, on se souvient des grandes émeutes des banlieues il y a quelques mois de cela. Ce sont les imams qui ont calmé les choses dans les banlieues françaises. Chacun sa parole religieuse. Chacun son Dieu, mais c'est évident. Chez nous, c'est le cardinal. Apparemment, dans certaines banlieues françaises, ce sont les imams. Oui, c'est évident, bien sûr. La culture banlieusarde est intrinsèquement musulmane et la culture corse est intrinsèquement catholique, c'est évident. Et dans le reste de la France, c'est évident qu'il y a eu toute une opération depuis la Révolution française, mais en particulier depuis la Troisième République, depuis 1870, depuis la fin du 19e, il y a eu une grande opération idéologique qui a été menée dans toute la France par tout un tas de réseaux et par tout un tas de mouvements politiques aussi, essentiellement la gauche, évidemment. La gauche qui s'est appuyée sur tout un tas de pensées, notamment des pensées ésotériques, qu'il ne s'agit pas nécessairement de mentionner, mais que tout le monde a en tête, qui a consisté à détruire la catholicité de la France. Et aujourd'hui, c'est extrêmement avancé. Et dans cet état de fait, la Corse apparaît comme un îlot de résistance, qui d'ailleurs est très apprécié dans l'opinion publique française populaire, pour cela aussi, pour cela. Mais il faut bien avoir conscience que c'est une différence de degré, pas de nature. C'est-à-dire que la déchristianisation culturelle, j'entends, culturelle, je ne parle pas en termes de pratique, parce qu'en termes de pratique, on ne va pas se raconter des histoires. Les Corses qui sont pratiquants aujourd'hui, il y en a aussi de moins en moins, et il n'y en a plus beaucoup. Ce n'est pas un jugement de valeur, moi-même je ne pratique pas, mais je suis très attaché au fait qu'il y ait des gens qui puissent pratiquer, et je suis très attaché aussi au fait que, selon moi, le discours dominant dans la société devrait inciter les gens à pratiquer plus. Après, on peut me dire que c'est une contradiction ou pas, peu importe. C'est ma position politique. Ma position politique et notre position politique ne se mêlent pas de la foi des gens. Ça, c'est l'affaire des prêtres et des fidèles. L'intime, la foi, ce n'est pas une question politique. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'en Corse existent aussi les forces de SAP qui ont travaillé durant des générations et des générations en France et qui veulent produire les mêmes choses. Alors, aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller frontalement contre la pratique culturelle de l'Église catholique en Corse. Ils ne vont pas frontalement contre. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup, notamment, de gens investis dans ces pensées ésotériques dont je parle, qui sont confrères, qui vont à la procession au village, voire même qui chantent la messe, pour certains, mais qui, dès lors qu'on va leur demander très clairement, mais alors, écoute, tu es le dernier à pouvoir dire que l'identité de la Corse n'est pas chrétienne. Ah non, elle n'est pas chrétienne. Mais comment? Bien sûr qu'elle est chrétienne. Regarde, tout le village se réunit tous les ans pour la fête patronale. Regarde, le moindre de nos événements publics en Corse est rythmé par des processions, par ce qui constitue l'héritage catholique de l'Europe occidentale. Ah non, on ne peut pas dire que la culture corse est chrétienne, c'est exclure les gens. Non, ce n'est pas exclure les gens, c'est simplement dire ce qu'on est. Dont les chants, je te coupe 2 minutes, dont les chants sont la plupart du temps en latin en plus, ce qui est
Ce qui Une pose survivance particulière. Ce qui est une survivance particulière et qui ne pose aucun problème en Corse. On n'est aucun pas problème. du tout sujet à des critiques de traditionnalisme extrême en Corse parce que la messe est chantée en latin, parce que les padiers de Corse sont chantés en latin. C'est simplement une façon particulière de chanter la messe qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un aspect politique comme ça peut exister en France, par exemple. Non, bien sûr, mais ce n'est pas un aspect politique parce que c'est encore le fond culturel plus que le fond. C'est la culture, Oui. objective et constatable, aujourd'hui encore des Corses. Bon. Et ceux qui refusent d'établir ce postulat comme un vrai discours politique le font précisément parce qu'ils sont issus de cette pensée philosophique de gauche qui, à terme, serait tout à fait satisfaite de voir la Corse suivre le même chemin que la France sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il y ait l'impossibilité demain d'évoquer les racines chrétiennes de la Corse dans le cadre du débat public, ce qui est déjà le cas en France maintenant depuis plusieurs années. Aujourd'hui, prenons la question des crèches. Vous vous souvenez de l'action que nous avions faite, provocatrice, et nous y avions pris un plaisir certain et un certain plaisir à poser une crèche dans le hall de la mairie de Bastia il y a 2 ans, pour dénoncer le fait qu'à Bastia, on n'ait plus de crèches dans les mairies, alors que sous la municipalité du PRG de Tsukareli, c'était le cas. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. Il y a aussi une question générationnelle dans tout ça. Parce que la gauche corse d'hier était de droite, entre guillemets, sur ces questions-là. Elle ne se posait pas la question, mais je vais venir aussi à la gauche d'aujourd'hui. Parce que je sais aussi que la question avait interrogé les médias concernant la mairie d'Ajaccio, qui il faut la saluer pour ça. Elle place encore tous les ans une crèche dans la mairie. Bon. Et qui avait un conseiller municipal de gauche, Basté, les gars, il me semble. Bon, tu es ajaccien, ça te parle plus que moi, peut-être. Et très à gauche, hein, pas du PRG. Alors, je ne sais pas si c'était un communiste ou. Enfin, bref. Même, oui, un communiste, mieux. Un communiste, mais un Corse. Vérifier, mais un Corse, qui trouvait ça tout à fait charmant et normal, et qui d'ailleurs, il le dit dans le texte, dans l'article de Corse Matin, tous les ans emmène son petit-fils, pour lui montrer la crèche de Noël dans la mairie. Bon. Donc il est évident que ce rapport est tout à fait sain. Et ça, c'est un rapport parfaitement enraciné. Mais pour des questions aussi générationnelles, la gauche évolue, elle a son propre rythme, et la gauche encore, c'est toujours en retard par rapport à ce qui se passe sur le continent, tout comme le continent est en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est une même continuité chronologique. Vous avez aujourd'hui, à la mairie de Bastia, c'est une parenthèse, mais ça concerne le sujet qu'on évoque, une gauche autonomiste, mais qui a passé, pour des questions générationnelles, le pas du wokisme. C'est-à-dire que Bon Nadal, on ne le voit plus, c'est Bonne Fête, comme à Grenoble, comme à Grenoble, comme à Strasbourg, comme à Marseille, voilà, comme à Bordeaux, enfin, toutes ces communes très vertes. Et vous avez l'impossibilité d'assumer publiquement de mettre une crèche dans un hall de mairie. Voilà, pour des raisons idéologiques. Voilà pourquoi je dis qu'on n'est pas préservé. On est en attente. C'est pas la même chose. C'est ce que je rappelle souvent, absolument. Nous ne sommes pas préservés de quoi que ce soit. Simplement, nous sommes en attente. Et tu viens de très bien résumer la situation, c'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis arrivera en Europe et donc en France, et arrivera avec un peu de décalage en Corse, bien que je pense que cela arrive avec une temporalité de plus en plus courte. Oui. Du fait de tout un tas de facteurs. Et les plus évidents, ce sont les réseaux sociaux. C'est la mondialisation des rapports, je dirais, à l'image, forcément, fait que les choses le temps est de plus en plus court et tout s'accélère. C'est vrai. C'est pourquoi l'élection de Donald Trump, par exemple, est une bonne chose de notre point de vue, puisque d'un point de vue sociétal, c'est une évidence. C'est évident. Et si on voudrait trouver d'autres points, évidemment, qui nous inscrivent dans l'héritage de Paoli, c'est très clairement l'autonomisme. Parce qu'encore une fois, Paoli, mais c'est factuel ce que nous disons. Paoli n'a jamais fait la promotion d'une politique, de quelque politique indépendantiste que ce soit. Paoli était clairement un autonomiste. Il l'a démontré en 68 en essayant de négocier avec le roi de France et en essayant d'éviter ce qui s'est passé ensuite à Ponteno. Il l'a démontré en 89 en revenant en Corse et en se contentant d'une république, d'une monarchie, d'un royaume de France décentralisé à ce moment-là, parce qu'en 89, il y a eu un mouvement de fédéralisation tout à fait massif. Hein. Il faut attendre quelques années, notamment la terreur, pour connaître une recentralisation brutale, tyrannique et dictatoriale.
Donc il adhérait tout à fait à cela. Et troisième élément, qui va dans le sens de ce que nous disons, le royaume anglo-corse. Le royaume anglo-corse, c'est une forme de souveraineté partagée avec le royaume d'Angleterre. Bref, ces trois œuvres politiques, ces trois étapes importantes de son œuvre politique témoignent eh bien, de sa volonté de développer de larges libertés en Corse, mais sous la protection ou le contrôle, les deux sont toujours liés, eh bien, d'une force extérieure. Mais ça s'inscrit dans une tradition corse, parce que les Chinarchesi, depuis Ugo Colonna, ont toujours plaidé pour cela. Vous avez Arrigo della Rocca, en 1362, eh bien, il revient en Corse contre Samboguccio d'Alando pour créer le Stato Chinarchese avec le soutien des Aragonais. Et tous les Aragonais à sa suite, tous les Chinarchesi, enfin une partie des Chinarchesi, parce qu'ils vont s'entretuer évidemment, mais les uns vont être avec les Génois, les autres vont être avec les Aragonais, mais tous s'appuieront sur des forces extérieures, parce qu'ils ont conscience que la Corse, si elle a le droit légitime de prétendre à de très très larges libertés qu'on appelle aujourd'hui autonomie, doit aussi s'inscrire dans une logique de protectorat. Voilà. Les Chinarchesi, Sampiero Ugo va faire la même chose. Il va faire la même chose avec les Médicis et avec le royaume de France. Il va demander la protection contre les Génois, il demandera la protection du royaume de France, qui n'arrivera pas, ou peu, ou trop peu, ce qui mènera à sa perte, peu importe. Mais tout ça, c'est une tradition en Corse. Il faudra attendre le 19e siècle pour que ça cesse. Disons les choses, il faudra attendre la colonisation pour que l'esclavagisme cesse. Il faudra attendre 1830, la prise d'Alger. Prise d'Alger saluée en Corse par des salves de canonnade incessantes. Il faut quand même le rappeler, un article de Corse Matin il y a quelques années qui s'était penché sur la question et qui le précisait. Nous sommes à Ajaccio d'ailleurs, région de Corse qui a été très touchée. Je vous encourage à lire des ouvrages là-dessus. Ajaccio a été très touché par la traite barbaresque en Méditerranée. Le moindre pêcheur de corail qui partait dans le golfe d'Ajaccio risquait sa vie, risquait la vie de sa famille. Pas une seule région n'a été épargnée. Même quand on parle de Sartène en mai 1583, c'est les 2/3 de la population. Les 2/3 de la population qui sont envoyés au marché aux esclaves à Alger, 1583. Donc c'est encore tardif. Mais oui, tu as raison. Mais globalement, donc si on fait un peu le résumé de la question que tu as posée, attachement à la catholicité, attachement à une vision autonomiste des rapports entre la Corse et l'État qui la gouverne. Aujourd'hui, la France, hier sous Paoli, la France aussi, puis l'Angleterre, et sous les Chinarchesi, les Aragonais. Je pense que déjà, ça inscrit très clairement Paladino dans cette tradition-là. Mais je pense que tout simplement, dès lors qu'on revendique pour la Corse une identité particulière, qu'on est attaché à ces éléments que je viens d'évoquer, on s'inscrit nécessairement dans les traces du paolisme tel qu'il est factuellement d'un point de vue historique. Pas tel qu'on l'a inventé ou réécrit ces 50 dernières années. Et c'est pourquoi notre travail est très important et c'est très important qu'on en parle aujourd'hui. Petit point supplémentaire également, je crois puisque nous sommes à Ajaccio encore une fois, il faut quand même saluer peut-être le plus grand des Corses, pas moi qui le dis, c'est Amour à l'époque, Napoléon Bonaparte, dont nous revendiquons par exemple, ce qui fut très peu le cas, voire pas du tout le cas, bien qu'il y ait eu de timides tentatives récemment, de se réapproprier cette figure napoléonienne. Je suis moins sévère que toi, parce que ce n'est pas des timides tentatives. Quand vous avez quelqu'un comme Jean-Guy Talamone, c'est à lui, je pense. Et Dieu sait si on a des divergences politiques aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il a été un maître à penser il y a 10-15 ans pour un certain nombre d'entre nous, avant que n'émerge la volonté, la conscience que la Corse avait besoin d'un nationalisme qui prenait en compte toutes les questions que soulève Paladino et que refusent de soulever les autres formations politiques et philosophiques. Je parle évidemment de la question de l'immigration musulmane, je parle du wokisme, je parle de toutes ces questions-là qui méritent des susurres et des chuchotements en Corse, alors que tout le monde le pense. Jean-Guy Talamone a rompu avec l'historiographie d'un courant duquel il se revendique pourtant toujours, l'indépendantisme tiers-mondiste, qui pendant 50 ans a présenté Paoli et Napoléon comme deux figures totalement contraires et antagoniques. Et Jean-Guy Talamone, alors, lui-même disait dans un de ses ouvrages,
qu'il existe en chaque personne une dose irrépressible de sincérité. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, peu importe les arrière-pensées politiques, les stratégies, peu importe, il y a toujours un fond de vérité dans ce qu'on fait. Et moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de questions à se poser concernant la volonté qu'il a eue de dire non, Paoli et Napoléon ne s'opposent pas, c'est lui qui a porté ça. Hein. Il l'a porté avec aussi quelqu'un de fameux et d'éminent qui était à la genèse de ce projet, hein, qu'il faut saluer, qui est Jean-Dominique Pauli, qui gagne vraiment à être connu, qui est un universitaire, qui est le frère de notre cher ami et conférencier auquel nous avons fait plusieurs fois appel, Jean-Pierre Pauli, qui a travaillé aussi sur un Mouvre, donc nous avons un sujet en commun. Ceci près que lui, il a eu il a plus travaillé que moi dans le sens où il a publié. Et d'ailleurs, un ouvrage que je recommande, Irrédentisme corse et autonomisme, Irrédentisme fasciste et autonomisme corse, qui traite d'un Mouvre et des années 20 et des années 30. Mais ce travail qui a été initié de Paoli Napoléon, un cycle de conférences et de travaux universitaires depuis maintenant 10 ans quand même, disent clairement que non, Paoli ne s'oppose pas à la figure de Napoléon. Il en est l'instigateur. Napoléon pratique pour la France et l'Europe ce que Paoli a pratiqué pour la Corse. Alors, il peut y avoir des nuances. On est d'accord que Napoléon n'était pas aussi attaché que Paoli à la catholicité de tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est évident. Encore qu'il a cherché à se faire sacrer. Encore que le concordat, c'est un réflexe très corse, je trouve. Absolument. Mais pourquoi je parle de nuances? Parce qu'ils ne sont pas de la même génération. Paoli est né en 1725. Il est né en 1725. Napoléon est né quasiment 50 ans plus tard. Ils ne sont pas du tout de la même génération. Et Napoléon, parce que ce sont les événements marquants d'une génération aussi qui définissent les personnalités, et on est bien placé pour le savoir. L'œuvre que nous menons dans le nationalisme corse est sensiblement différent du nationalisme corse hérité des années 70, mais parce qu'on a 30 ans. Parce qu'on a 30 ans. Et que nous ne sommes pas les enfants de la décolonisation, de la guerre d'Algérie, de mai 68 ou de François Mitterrand. Ou même de la guerre froide. Ou de la guerre froide. On est les enfants du 11 septembre, du Bataclan, de Charlie Hebdo, des 2 élections de Donald Trump. De l'Ocean Viking. Oui, qui est quand même plus mineur. Quand même. Évidemment, mais oui, qui participe au changement du monde. Tu as raison, c'est un contexte qui est particulier, donc on a une approche différente. Napoléon a une approche différente de Paoli, et tellement différente aussi que Napoléon commence sa carrière politique à l'extrême gauche. Napoléon est un montagnard. Oui. Tu l'as dit. Il a même rejoint le club des Jacobins. Le club des Jacobins. Il est un fidèle de Saligeti en Corse, qui est le Jacobin, qui a voté intéressant dans notre propos sur Paoli et la révolution. Donc Saligeti, extrême gauche révolutionnaire, qui a voté l'exécution de Louis XVI, évidemment, et qui a été celui qui a déclaré hors la loi Pasquale Paoli en 1794. Donc vous voyez qu'il y a une continuité, même dans les inimitiés. Ceux qui ont fait couper la tête de Louis XVI sont aussi ceux qui voulaient la tête de Pasquale Paoli. Ils voulaient la tête de tout le monde à ce moment-là, c'est vrai. Mais particulièrement de Paoli, parce qu'ils ont produit un décret. Et c'est pour ça que Paoli, d'ailleurs, refuse de monter à Paris. Il est invité à se défendre devant le comité de salut public. Il a agi en Corse, il a pris les devants, il a fait sécession. Bon, voilà, plutôt que de monter pour finir sur la place de la République, sur l'échafaud. Bon, bref. Mais c'est évident que tout ça convoque des choses tout à fait cohérentes. Et bon, je crois qu'on y gagne à en parler, bien sûr. Voilà. Parce que, bon, ben écoutez, moi je pense qu'on a fait un bon tour. De toute façon, l'exercice, vous voyez, est plaisant. On essaye de ne pas faire finir tout cela en conférence, parce que ce n'est pas une conférence. Une conférence, elle ne peut être faite que dès lors qu'on a une autorité scientifique. En la matière, nous n'en avons pas, ce sont des discussions militantes, mais nous, notre militantisme, il est avant que d'être guidé aussi par des élans partisans, parce qu'on est tous partisans. On a un camp, on le défend, c'est très bien, mais ça, c'est la vision la plus médiocre de la politique. Ce qui nous motive, et notamment dans Paladine, parce qu'on ne parle pas de la politique électorale concernant Paladine, on parle de la politique
dans ce qu'elle a de plus noble en termes de définition, c'est-à-dire une vision des choses, vision de la société, du présent, de l'avenir, et vision forcément aussi de l'histoire. Eh bien, on revendique le fait qu'on doit s'émanciper aussi de l'autorité des sachants. Et on a le droit, dans une vision holistique qu'on peut avoir des choses, c'est-à-dire que les citoyens doivent être en capacité de s'emparer de différents domaines, y compris de domaines dans lesquels ils ne sont pas experts. Vous voyez aussi, c'est une vision très grecque de la société, c'est-à-dire chercher aussi à produire des hommes et des femmes complets, qui peuvent s'intéresser à tout. Mais on croit que l'histoire, c'est quand même fondamental, parce que c'est à l'aune de la vision, de la lecture historiographique, qu'on est aussi en droit de se positionner pour des questions très actuelles. Je prends par exemple, c'est une énième digression, mais qui fait sens dans notre propos, la question de la culpabilisation. Tu parlais des barbaresques, on nous explique sans arrêt. Alors, je suis un de ces Corses qui sont bien placés pour en parler, mais comme beaucoup de Corses, j'avais un grand-père dans la coloniale, dans l'infanterie de marine, donc, qui avait quitté Bouchetagne pour s'engager en 17. Il a fait 1 an de la Première Guerre mondiale et ensuite il a fait une carrière dans l'infanterie de marine, donc dans la coloniale. Mais comme je pense beaucoup de jeunes de notre âge qui ont dans leur famille un grand-père, un grand-oncle ou un arrière-grand-père maintenant, la question de la culpabilisation des Occidentaux par une idéologie de gauche et d'extrême gauche, notamment sur la question de la colonisation, vise à leur faire accepter aujourd'hui leur grand remplacement. Et pourquoi l'histoire est importante? Parce qu'il s'agit de rappeler, oui, mais les amis, avant qu'il y ait la colonisation, qui d'ailleurs a été voulue par la gauche, rappelons-le, en France, elle a été voulue par la gauche. Elle a été voulue notamment, vous savez, c'est ces grands faits de l'histoire, on ne parle pas, ce n'est pas des procès d'intention, et ce n'est pas non plus des accusations en l'air, il s'agit d'être factuel. Le grand discours de Jules Ferry, qui est très connu et qui est consultable en ligne. Consultable en ligne, alors c'est 1800, je me trompe, 1875, 1876. Donc c'est quelques années après l'établissement de la Troisième République. Donc Jules Ferry, républicain, franc-maçon, homme de gauche, qui va dire très clairement, qui va soutenir le besoin d'établir de façon pérenne la politique de colonisation de la France en Afrique, au nom, je cite quasiment dans le texte, au nom du devoir qu'ont les races supérieures de civiliser les races inférieures. C'est littéralement ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans le texte. Mais il y a un autre penseur qui est peut-être encore plus à gauche que Jules Ferry, c'est également Léon Blum, qui en parle un peu plus tard et qui est très favorable à la colonisation, pour les mêmes choses que Jules Ferry d'ailleurs. La colonisation est issue de la pensée révolutionnaire. Tandis qu'à ce moment-là, vous avez la droite de l'époque, globalement, la droite, pas les légitimistes, c'est-à-dire pas les pré-macroniens. Vous avez la droite monarchiste. Vous avez la droite nationaliste de ce moment-là qui, elle, veut concentrer les forces de la France pour reprendre Alsace-Lorraine. Et vous avez le fameux mot de Déroulède qui dit à Jules Ferry, qui lui dit pour s'opposer à la politique de colonisation, et qui lui dit, avec donc dans les aventures dans lesquelles vous voulez nous emmener en Afrique, alors que nous avons l'Alsace-Lorraine à récupérer, comme si nous n'avions que cela à faire, à civiliser les Africains, tandis que d'ailleurs Clémenceau, qui est d'une autre gauche, il faut le reconnaître, Clémenceau qui explique en effet qu'il n'y a pas de race inférieure, il y a des races autres, pas inférieures. Mais la droite, à ce moment-là, répond à Jules Ferry qui veut donc coloniser les races inférieures au nom du droit, du devoir qu'ont les races supérieures. Déroulède lui répond, nous avons perdu 2 filles et vous voulez nous offrir 20 domestiques. C'est ça. Ce qui est intéressant. La droite, historiquement, s'oppose à la colonisation. La colonisation est soutenue par la gauche révolutionnaire qui veut faire profiter le monde entier de ce qui a produit la guillotine et aujourd'hui, mais il ne le savait pas à l'époque, le wokisme. Voilà. Ce qui n'est pas une faute moindre. Bref, mais dans tous les cas, c'est un exemple, c'est un cas d'école, c'est un exemple très clair de ce qu'on est en train d'évoquer. La connaissance de l'histoire permet de refuser la culpabilisation. Et lorsqu'on nous explique que l'Occident, colonisateur, éternel bourreau des peuples du Sud, doit, en contrepartie de ce qu'il a fait à l'époque de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères, accepter aujourd'hui ce qui pousse, ce qui entraîne, de fait, partiellement et demain globalement,
ce qu'on appelle le grand remplacement, eh bien, il suffit simplement de connaître l'histoire du monde et des Européens. Ben, c'est que, oui, d'accord, mais la colonisation, très bien, voulue par la gauche, on le rappelle, parce que c'est toujours ceux qui nous culpabilisent. Rappelez qu'avant cela, il y a eu tout un tas de phénomènes de colonisation, d'invasion, d'esclavagisation de telle ou telle population pratiqués par tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Ce qu'on appelle l'histoire. Et tu as parlé des barbaresques. Les Corses, pendant des siècles, ont été rapinés et réduits en esclavage par tous les soldats et les rapineurs de la côte nord de l'Afrique. Pendant des siècles. Pendant des siècles. Les mêmes ou leurs cousins qui ont réduit et castré par millions sur 1500 ans à peu près toutes les populations subsahariennes. À peu près toutes les... C'est un sujet intéressant, c'est la traite musulmane qui est encore en cours aujourd'hui. Qui est encore d'actualité, absolument. Actuellement, en Libye, il y a des marchés aux esclaves. Absolument. Et les marchés aux esclaves, ce sont les immigrés subsahariens. Donc il y a un racisme profond aussi à l'égard des populations africaines, subsahariennes, qui est présente dans le monde arabo-musulman, mais pour des raisons historiques. Il faut quand même rappeler, pour ponctuer la question, il faut quand même rappeler que c'est un très bon copain qui nous... Parce qu'on avait ce genre de discussion, parce que vous savez, cet exercice-là consiste tout simplement à tenir les mêmes discussions que nous avons en privé, mais devant un public de sympathisants et d'adhérents, et en se filmant. Et on discutait de ça, et il me disait, mais comment tu expliques alors, si il y a bien une traite musulmane qui a concerné au bas mot quasiment 20 millions de subsahariens sur 1500 ans, comment tu expliques que contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de population noire implantée globalement dans le monde arabo-musulman? Parce que c'est vrai, la traite négrière pratiquée par les Européens et par les chefs de tribus africaines, eh bien, aux États-Unis, a implanté une population noire. C'est logique. Eh bien, tout simplement parce que la traite musulmane consistait à aller chercher des eunuques. C'est-à-dire que non seulement il les réduisait en esclavage, mais il les castrait. 5% de survivants, d'ailleurs. 5% de survivants, pratique horrible. C'était absolument abominable. Voilà. Ce qui augmente forcément les besoins en termes d'approvisionnement. Mais voyez, tout ça, ce sont des questions historiques. C'est une belle digression sur la question de l'esclavage, mais qui sont fondamentales parce que c'est à l'aune de la connaissance de ces éléments historiques que nous sommes en capacité de refuser la culpabilisation et de dire à n'importe quel militant ou sympathisant de gauche qui nous explique qu'on doit accepter de ne plus se sentir chez nous sous le poids de l'immigration massive parce que ce sont nos grands-parents qui ont oppressé leurs grands-parents à eux, de dire mais non, ça c'est le lot de l'histoire. Tout le monde a oppressé tout le monde. Tout le monde a réduit en esclavage. Tout le monde a ceci près que la seule civilisation qui a aboli l'esclavage, c'est la civilisation occidentale. Eh bien, je crois que ça a été très instructif pour tout le monde. Je crois qu'on me fait signe que l'heure s'écoule. Et bien, merci Nicolas pour cette discussion. Merci à toi. Comme tu l'as rappelé, c'est un peu nos discussions qu'on a en privé, mais là on a la chance de pouvoir se filmer et d'en faire profiter tout le monde. Je vous rappelle l'urne à la sortie pour déposer quelque argent afin que nous puissions continuer à faire ce que nous faisons et à payer les salles notamment qui nous reçoivent. Et n'oubliez pas également le site internet qui vous permet de faire des dons mensuels ou ponctuels. C'est au choix. Merci à tous et... Si peut-être... Ah, peut-être qu'il y a des questions, oui. Peut-être si... Alors, bon, très intéressant le parallèle entre l'époque de Paul et notre époque contemporaine. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment cyclique. Parce qu'on voit que le nationalisme s'est engouffré dans la brèche gauchisante du tiers-mondisme après 68, après le Second Concile, après tout ça. Et là, nous attendons la terreur. L'avènement du wokisme, qui va dire le catholicisme, bon, c'est terminé, les blancs, on passe. Et maintenant, et la question est, comme la crèche à Bastia, à Jariach, n'importe où, est-ce qu'il va falloir cette fameuse terreur version 2025, 2026, on ne sait pas, pour qu'enfin, les Corses, plus largement les Européens, se réveillent? Question très pertinente, c'est vrai. C'est cyclique, c'est évident. L'histoire
Alors l'histoire, c'est le temps de finir avec Clausewitz, qui disait que, contrairement à ce que pensaient les marxistes, il n'y a pas de début et de fin de l'histoire. Il n'y a que des cycles et d'éternels recommencements. Et ce qui est dit dans le Siracide, dans la Bible. Et alors, est-ce qu'il faudra la terreur? Mais je crois qu'on connaît une pré-terreur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il existe dans la société, et c'est pour ça aussi que l'existence et la structuration d'une formation associative, pour qui ne concerne pas la vie, ou plus politique, plus électorale, comme Moussa Baladine, fait du bien à beaucoup de gens, depuis que cela existe en Corse. Parce qu'il y a une forme de terreur qui a déjà débuté. Elle a déjà débuté dans certaines parties de l'Occident. Est-ce que vous êtes au courant que dans certains pays occidentaux, on menace les parents qui refusent des transitions de genre à leurs enfants mineurs de moins de 15 ans, ils sont menacés par la loi d'être déchus de leurs droits parentaux. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire que cette ambiance pesante, permanente, qui tend à s'atténuer depuis quelques années, y compris en France, en Corse, pas qu'en Corse, d'un point de vue des médias, on soit beaucoup moins libre, pour des raisons évidentes, liées aux services publics et autres, et au manque de propositions, que dans le reste de la France. Dans le reste de la France, il y a CNews, même si nous, on est concernés aussi, mais indirectement. Les grands sujets qui concernent la Corse ne passent que sur le service public, et on ne peut pas parler de tout. On ne peut pas parler de tout. On a des journalistes du service public qui, lorsque le pape est venu, étaient suspendus à ses lèvres pour voir ce qu'il allait dire sur l'immigration. Pour voir s'il ne pouvait pas dire « Ah, vous voyez, Paladine, le pape est contre vous », comme si on avait besoin que le pape bénisse notre démarche politique pour tenir notre démarche politique. Bref. Ce qui n'a pas été le cas, d'ailleurs. Ou ce qui était plus ou moins. Enfin, on se souvient d'un journaliste du service public connu aussi pour sa vive animosité à notre égard. Il en a le droit, mais il en a le droit à titre personnel. Il faudrait qu'il le fasse en tant que militant, pas en tant que salarié du service public. Il faudrait quand même le rappeler. Et encore, on est là aussi pour le rappeler à un certain nombre de gens qui a quasiment cité Paladine, comme si c'était le sujet, quand le pape est venu, et lorsqu'il a dit, en effet, et ce qui est son rôle, que le catholicisme ne doit pas être utilisé à des fins identitaires. D'accord, mais c'est son rôle. Il faut quand même aussi le rappeler aux immigrationnistes qui citent l'Évangile dès qu'il y a un bateau qui est à moins de 10 km des côtes. Quand même. Voilà, moins de 10 km, je suis gentil. Bref. Donc, la terreur, en tout cas des logiques, de ce qu'on appelait déjà, sous le communisme triomphant des années 50 et 60, le terrorisme intellectuel, il existe. Et en Corse, on est bien placé aussi pour le savoir, parce qu'il est d'autant plus terrible et pernicieux en Corse qu'une majorité de la population est globalement d'accord sur tous les grands sujets que nous développons. Ça se traduira un jour électoralement. Il va falloir travailler longuement. Il va falloir travailler 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est la grande victoire que nous avons obtenue déjà et qui nous est acquise. C'est que nous dormons tranquillement le soir, et la nuit, dès lors que nous savons enfin que les idées qui sont les nôtres sont représentées en Corse. Elles sont là. D'autant plus qu'elles correspondent, encore une fois, à une grande tendance populaire, beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs, beaucoup plus qu'en France, ou beaucoup plus. Mais on peut considérer donc que cette terreur existe, elle a eu une réponse. Elle a eu une expression paroxystique aux États-Unis sous le mandat de Biden. Elle allait aller encore plus loin si Kamala Harris aurait gagné. Parce que là, on est en Corse. Simone Hayek, sono consente. Ma Simone Occidente, il ne faut pas croire, contrairement à ce qu'on nous explique dans certaines officines politiques en Corse, que la Corse est isolée du reste du monde. C'est faux. C'est faux. Et c'est faux. Et ça l'est aujourd'hui encore plus qu'hier avec les réseaux sociaux, avec les smartphones. Nous sommes tous interconnectés et le monde occidental est un grand marché des idées. Et ce qui se passe aux États-Unis nous concerne directement. Ce qui domine aux États-Unis met 5 ans pour dominer ensuite en France. Et de Paris, encore 5 ans pour dominer à Ajaccio. Par conséquent, la terreur que tu as évoquée, elle est quasiment devenue effective aux États-Unis. Il s'en est fallu peu. Rappelez-vous, c'est pendant des années, la censure sur Facebook, la censure sur Twitter, le président des États-Unis qui avait été banni de Twitter avant que Twitter ne soit racheté par des gens qui ont une autre vision philosophique de la liberté, heureusement. Donc, il y a une réponse à ce début de terreur, à ce phénomène révolutionnaire qu'est le wokisme, ça a été la réélection de Trump. Et je parle vraiment de sa réélection.
Parce que la réélection de Trump est la réponse au wokisme. La première élection n'est pas la réponse au wokisme. La première élection est la réponse vraiment des classes populaires qui se sentent des fameux basket of deplorables, c'est-à-dire le panier des misérables, moqué par les démocrates, utilisaient ce terme, hein, le panier des misérables. En Corse, on dirait cette bande de cloches. C'est comme si, et là on l'entend déjà, c'est comme si des responsables politiques s'adressaient à des gens qui pensent ce que nous pensons en disant oui, c'est une bande de cloches. On l'entend chez ceux qui nous expliquent que dès lors qu'on est opposé au fait d'être grand remplacé chez soi, que tout ça, ce sont des discussions de comptoir, de PMU. Mais c'est très bien le PMU. C'est le peuple. Et un certain nombre d'entre nous s'y sentent tout à fait à l'aise. Et ma foi, on trouve bien plus souvent le bon sens dans les PMU et dans les discussions d'ouvriers que dans les bons salons des bourgeois bastiens. Je ne dis pas ajaxiens, parce que les bourgeois ajaxiens sont beaucoup moins de gauche et beaucoup moins bobos que les bourgeois bastiens. Ça, c'est une réalité. Encore que. Mais, donc oui, c'est une question pertinente. Moi, je crois qu'on l'a vécu, on le vit toujours dans une certaine mesure, même si ça ne s'est pas vraiment formalisé, matérialisé par la véritable prise de pouvoir d'un gouvernement woke qui devient dictatorial. Mais pourquoi exclure cette possibilité? Je rebondis sur ce que tu as dit. Je pense qu'aussi le terrorisme intellectuel est couplé au terrorisme tout court. On le voit en Occident. Il le prépare. Et on voit très bien que lors de la plupart des événements terroristes qui ont touché la France, par exemple, et la Corse, puisque tu as toi-même vécu un événement terroriste à oui, alors là, c'est une autre. Oui, mais je pense pas que c'était la question. Non, mais le terrorisme intellectuel est couplé au terrorisme banal, je dirais, puisque quand il y a un acte terroriste, le premier réflexe des grands médias et du pouvoir médiatique, c'est de parler de pas d'amalgame, surtout ne parlons pas d'islam, etc. Mais là, ça concerne une autre provenance philosophique que le wokisme. C'est ça. Là, la question était vraiment la théorie concernant le wokisme. Après, oui, concernant l'islamisme, il est évident que le terrorisme intellectuel mené par le frérisme, par les frères musulmans, qui tend par exemple à culpabiliser ceux qui s'opposent à eux par le terme d'islamophobie, prépare et valide d'avance aussi, c'est vrai, le terrorisme de fait, c'est-à-dire le passage à l'acte. C'est évident. C'est valable pour l'islamisme et pour le wokisme. Je pense que la question portait plutôt sur le wokisme. Voilà, je pense qu'on verra l'émergence dans certains pays occidentaux, oui, de gouvernements woke, qui, forcément, pour se maintenir, tant leurs idées et leurs mesures politiques sont attentatoires aux libertés essentielles, vont provoquer des réactions dans la population et ne pourront se maintenir qu'au prix de gouvernements féroces, voire dictatoriaux. Ce qu'on a vu au Royaume-Uni pendant les dernières manifestations contre l'immigration, c'est incroyable. On a mis des gens en prison pour plusieurs mois ou plusieurs années sur la base de tweets, de communication. Il y a un véritable problème qui se pose. Et encore une fois, on revient à Paoli. Une des grandes revendications de Paoli dans sa volonté de faire sécession en 1994, c'est la défense des libertés civiles. Bon, sinon, merci à tous, merci à la question, et merci pour cet échange. Merci aussi à notre caméraman. Et à bientôt pour une prochaine aventure. Exactement. Et pour n'oubliez pas la quête qui termine toutes les messes.